Bonjour à tous les dropshippers, donc aujourd'hui je vais répondre à une question sur le groupe de qu'est-ce que le growth hacking. Et franchement ça me fait méga plaisir de vous retrouver et de faire cette vidéo sur le growth hacking parce que c'est ma fonction principale. J'étais consultant en growth hacking. Donc j'ai travaillé avec des bons growth hackers issus de San Francisco, de la Silicon Valley, donc je connais vraiment toutes les méthodes. Alors pour ça je vous ai fait une présentation des petits oignons les gars, je peux vous jurer que ça va vous apporter vraiment de la valeur. Notamment sur cette présentation il va y avoir les astuces de growth hacking, il va y avoir l'histoire du growth hacking, je vais vous montrer les meilleures techniques actuelles qu'utilisent les growth hackers connus dans des grosses boîtes, des grosses startups comme Airbnb, Google, etc. pour pouvoir tester leurs produits, pour pouvoir comprendre leurs clients, pour pouvoir convertir. Et évidemment, vu que le growth hacking c'est quelque chose quand même assez large, ce sera ciblé sur le dropshipping et sur Shopify. Voilà. Bon, je vous fais pas plus patienter que ça et on se retrouve sur mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer ça. Allez, à toutes. Alors, le growth hacking. Alors, on est parti. Donc, comme je vous ai dit, en premier, on va voir qu'est-ce que le growth hacking. En 2 secondes, on va voir le framework AARRR qui est un super outil. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, mais qui est un super outil de growth marketer qui va vous permettre vraiment de savoir où vous en êtes sur votre site, voilà, sur votre site e-commerce. Évidemment, tout sera lié sur le dropshipping, hein, parce que le growth hacking c'est quelque chose qui est quand même assez large. Donc là, ce sera entièrement dédié sur le site e-commerce. Et en troisième, l'A/B testing. Donc l'A/B testing, on va parler de choses, de quoi tester sur votre Shopify. Okay, qu'est-ce qu'on peut faire en A/B testing? Et évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est que l'A/B testing pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est quoi le growth hacking? Le growth hacking, pour moi, c'est ça. Okay, c'est ce symbole de croissance. Growth, en anglais, ça veut dire croissance. Hacking, ça veut dire hacker. Hacker la croissance, avoir de la croissance. Et le rôle d'un growth hacker, c'est justement de faire croître un produit. Maintenant, il y a une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia qui correspond vraiment au growth hacking, c'est ça. L'ensemble des techniques de marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance de votre produit ou de votre startup. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le growth hacking, ça vient de la Silicon Valley, de San Francisco. C'est un terme qui a été beaucoup, qui nous vient en fait des États-Unis. Et pourquoi? Parce que les startups, ils cherchent à avoir le meilleur produit possible. Et une fois qu'on a le meilleur produit possible, eh ben, il faut l'accélérer cette croissance. Il va falloir avoir des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce truc growth hacking, des growth marketers. Maintenant, il y a une particularité au growth hacking, c'est d'utiliser des tips qui vont vous permettre d'avoir de la croissance sans débourser de l'argent, sans passer par les canaux traditionnels. Je vais vous raconter une petite story, c'est l'histoire de Hotmail. Et Hotmail, ils ont utilisé du growth hacking. Je vais vous expliquer comment. En 1996, Jack Smith et Saber Passia, ces 2 anciens de chez Apple, décident de lancer une messagerie sur Internet. D'ailleurs, il faut se remettre au contexte de l'époque. En 96, les gars, tout le monde disait pourquoi faire une messagerie en ligne, c'est complètement bidon, etc., etc. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient des messageries qui étaient 100%, voilà, c'était des softwares, c'était des logiciels. Que là, ils se sont dit, on va mettre une messagerie sur Internet. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que la raison du pourquoi est toujours importante, c'est ils avaient peur que leur boss espionne leur boîte mail. Et c'est ça que je trouve ça complètement dingue en fait. Toutes les grandes startups qui sont montées, c'est toujours à la base un problème que les gens ont. Donc eux, ils avaient peur que leur boss espionne leur boîte mail, donc ils se sont dit on va créer ça. Donc, il y a eu une société d'investissement Draper Fisher Venture qui leur avait proposé 300 000 $ pour leur produit, pour faire le marketing du produit, pour faire le marketing traditionnel. Et le marketing traditionnel à l'époque, ça pouvait être les flyers, les machins, etc. Et en fait, leur stratégie, elle ne marchait, mais pas du tout. Et il y a un gros hacker qui s'appelle Timothy Draper qui était là pour les sauver. Et ce mec-là, il a simplement fait ça.
il a mis dans la signature du mail PS I love you, get your free email at Hotmail. Juste ce petit tips en bas de la signature a fait qu'il y a eu un espèce d'engouement et les gens se sont inscrits directement au service Hotmail. Et c'est comme ça que le service est monté et qu'il est passé d'un petit service peu connu à une énorme compagnie que tout le monde s'arrachait, etc. En un an et demi, 12 millions d'inscrits. En un an et demi, les gars, 12 millions d'inscrits. Ok ? C'est-à-dire qu'ils sont partis d'une signature, alors qu'ils avaient fait énormément de publicité, énormément de machin, ça ne marchait pas. Mais avec un petit tips de growth hacking, justement, ils ont réussi à avoir 12 millions d'inscrits. C'est-à-dire qu'ils sont passés vraiment d'une petite entreprise à une énorme entreprise. Il y a d'autres histoires en growth hacking que je connais très bien. Il y a l'histoire de Airbnb et Craigslist. Alors Airbnb, tout le monde connaît. Voilà, c'est un site qui propose de la location chez les particuliers, une chambre ou maintenant il y a une maison. Mais à l'époque, Airbnb ils étaient peu connus et Craigslist, si vous voulez, Craigslist c'est le bon coin américain. Ce qu'ont fait Airbnb, c'est qu'ils ont copié, ils ont pris leur annonce et ils ont copié, collé sur Craigslist. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui créait une annonce sur Airbnb, eh ben, ils l'envoyaient sur Craigslist. Et en fait, ils ont récupéré le trafic de Craigslist et ils l'ont envoyé sur Airbnb. Le growth hacking, c'est grossir sur le dos de quelqu'un d'autre. Okay ? Craigslist, il y a énormément de trafic. Ils ont pris le trafic de Craigslist et ils l'ont ramené sur Airbnb. D'autres stories, Facebook ont grossi sur le dos de l'email. Même exemple. Par contre, je vais vous dire un truc. En dropshipping, le growth hacking, ça marche, mais sans produit gagnant, il n'y a pas de growth hack possible. Parce que vous pouvez ramener plein de trafic sur votre site. Si votre produit ne fonctionne pas, nada, ça ne marchera pas. Il faut absolument avoir un produit gagnant. Si vous avez un mauvais produit, les gens ils vont arriver sur votre site et ils vont repartir directement. C'est sûr, c'est certain. Okay ? J'aime bien cette image du panier percé. Vous voyez, vous avez un panier percé, il y a l'eau qui arrive et s'il y a des trous dedans, bah voilà, votre acquisition elle va passer, elle va ressortir et il ne se passera rien. Donc maintenant, je vais vous parler du mindset à adopter pour être growth hacker. Moi, durant ma carrière de consultant en indépendant, j'ai croisé énormément de growth hackers, des growth hackers de chez Google, des growth hackers de chez Microsoft, etc. Et je vous ai mis vraiment la quintessence de l'état d'esprit à adopter pour être un growth hacker. Donc, le premier lieu, c'est que les growth hackers, quand vous voulez faire sur votre Shopify, sur un site, il faut être focus sur la croissance. Okay ? C'est le plus important. Ils sont obsédés par la croissance, les marketeurs. Deuxièmement, c'est la capacité d'exécution. Un growth hacker, il exécute. Il ne se pose pas de questions, il teste, il exécute. Et c'est valable dans l'e-commerce, mais c'est valable partout en fait. Il faut produire. Productivité. Produire, tester des produits. Tester des produits, essayer plusieurs canaux différents, Facebook, Instagram, machin, regarder sur Reddit, regarder les astuces de growth hacking qu'utilisent les autres, etc. Il faut travailler par étapes. Ça, c'est hyper important. La plupart des gens, ils ne travaillent pas par étapes. Travailler par étapes, c'est se dire aujourd'hui, je vais faire ça sur mon site Shopify pour arriver à tel résultat. Comment je vais séquencer ces résultats-là? Vous voyez, si vous voulez faire tant de ventes, eh ben vous allez tester par rapport, allez, on va faire de la publicité Facebook, on va chercher des produits, etc. pour arriver à votre objectif. Quatrièmement, ils gèrent leur temps de manière monstrueuse. C'est des mecs, c'est des professionnels de la productivité et de la gestion du temps. Donc, trouvez une manière pour gérer votre temps. C'est hyper important. Cinquièmement, open mind. Ouverture d'esprit. Si vous voulez réussir en dropshipping, si vous voulez réussir en tant que growth hacker en dropshipping, en tant que marketeur, parce que je trouve que Shopify, il faut du marketing, il faut des offres marketing pour pouvoir vendre. Et l'ouverture d'esprit, c'est être curieux, aller voir sur Exchange de Shopify pour voir voilà, ce qui fonctionne, ce qui marche, toujours se renseigner, être très ouvert aussi aux critiques, c'est très important. Le sixième point, ça c'est un point qui est vraiment caché au niveau de l'ego, je trouve, c'est répéter ce qui marche. La plupart des gens ils vont vous dire mais non mais moi je veux faire mon propre truc, marketing, etc. Tester mes propres produits. Non les gars, répétez ce qui marche. Là j'avais vu sur le forum, enfin sur le site, sur mon groupe, sur les personnes qui me disaient ouais Kevin c'est bien gentil mais moi je vais pas faire de bijoux parce que tout le monde les utilise. Mais ouais mais si tout le monde les utilise c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un énorme marché. Donc faites-le.
faites-le. Répétez ce qui marche. N'allez pas commencer à créer des choses, ça sert à rien. Vous n'êtes pas dans l'équipe innovation de Google, vous voyez. Septième, c'est la créativité. C'est un mec, le growth hacker, qui résout le problème. Vous avez un problème de friction sur votre site, et ben essayez de résoudre, de trouver des solutions. En fait, le growth hacker, il a un état d'esprit d'entrepreneur parce que c'est issu des milieux des startups. Donc c'est le mec qui est autonome, qui va chercher des trucs sur Google, qui va regarder des vidéos YouTube, qui va poster des questions sur des groupes, etc. C'est quelqu'un qui est là pour trouver des solutions. Huitième point, c'est pivoter. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de vente sur votre site, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous contactez 100 influenceurs, 150 influenceurs et vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut pivoter, il faut trouver des solutions, il faut changer des choses. Et le neuvième point, c'est obsession par leur store. Moi, par exemple, je me lève le matin, je pense à mes stores. Je mange, je pense à mes stores. Je sors le soir, je pense encore à mes stores. C'est quelque chose qui m'obsède, c'est quelque chose que j'adore faire ça. Et c'est pour ça que j'ai d'excellents résultats en dropshipping. C'est parce que cette chose-là, elle m'obsède. Elle m'obsède, je vais parler à des gens connus du milieu du dropshipping, je vais leur poser des questions parce que je n'ai pas toutes les réponses. Et il y a des gens, voilà, il faut être ouvert. Il faut être ouvert et en même temps avoir cette obsession. Ça, c'est un petit slogan de Sean Ellis, qui est un des grands growth hackers du moment et très connu dans le milieu, qui dit qu'en fait, la croissance, ça ne concerne pas que la vente et le marketing, mais le produit, l'ingénierie et le support. Okay. Et moi, j'aime bien cette notion de support. Ce support, c'est quoi? C'est le service client. Plus vous avez un excellent service client, plus les gens vont revenir. Et en fait, on a tendance à croire que l'argent sur votre site e-commerce, il est que dans l'acquisition, mais il est aussi dans le care, aussi dans le service client. C'est très important. Le service client, si vous avez un bon service client, les gens vont racheter. Si vous avez un mauvais service client, ils vont vous dégueuler dessus. Vous voyez excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu ça. Donc, je vais vous présenter maintenant le framework AARRR que vous allez pouvoir utiliser sur votre site e-commerce. Donc déjà, je vous conseille d'aller voir une vidéo de Dave McClure, qui est une vidéo assez incroyable, qui explique le framework sûrement 10 fois mieux que moi. Donc tapez ça sur YouTube, je ne vais pas vous la mettre, mais tapez sur YouTube, le mec est excellent et il explique très bien comment comment exécuter ce framework là. Donc la première lettre, acquisition, c'est canaux d'acquisition, donc c'est l'acquisition. Donc l'influence, les influenceurs, vous pouvez utiliser les influenceurs, Facebook Ads, emailing, SEO, SEM, bannière, affiliation, retargeting. L'objectif du premier, c'est d'attirer le maximum d'utilisateurs. Donc maintenant vous avez votre store, vous pensez voilà comment je vais attirer les utilisateurs. Je vais les attirer comment? Via les influenceurs, via ma publicité Facebook, via mon emailing. Donc je vais ramener un niveau de trafic, ok? Par exemple 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape. Okay. L'activation. L'activation, c'est quoi? C'est par exemple un add to cart, un purchase. La personne elle s'inscrit, elle achète. L'utilisateur, il fait ça. Première action. L'objectif, c'est de le convertir. Donc, vous pouvez faire un tableau, ce qui s'appelle une cohorte, où vous vous dites, voilà, l'acquisition, vous avez 100 personnes qui arrivent. Combien j'en active? Maintenant, alors, comment activer? Je vous ai mis une petite démonstration. L'activation sur le site e-commerce, il faut absolument une offre marketing. Vous ne pouvez pas vendre sans offre marketing. Une offre marketing, c'est quoi? Exemple, je vais vous donner un exemple sur ce site qui marche très bien. C'est votre première vente, vous avez 20%. Ça peut être ça, c'est une micro-offre marketing, mais vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple, vous allez pouvoir vendre, vous pouvez inventer vos propres offres marketing. Par exemple, une offre marketing, si vous en achetez deux, vous en avez un gratuit. C'est une offre marketing. Là, vous avez après, il y a ces éléments de timing, timer. Ok, cette offre marketing, elle est limitée dans le temps. Vous pouvez avoir aussi un code promo pour segmenter. Vous voyez, toutes ces choses-là font partie du marketing et vous permettent d'augmenter vos chances de vente. Si vous avez un bon produit et que vous n'avez pas un bon marketing, vous vendrez peu. Vous vendrez, mais peu. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont vous servir à activer. Maintenant, comment, si vous voulez, gérer l'activation? Comment activer? Il y a des méthodes d'activer, il va falloir tester. Comme je vous dis, un growth hacker, ça teste. Donc, je vais vous montrer des démonstrations d'A/B testing. Alors, un A/B testing, c'est quoi? L'A/B testing, c'est, en gros,
vous avez 50% de visiteurs avec, par exemple, vous allez changer une couleur de bouton sur votre homepage, 50%, et 50% de votre trafic, vous allez mettre par exemple la couleur en bleu, et en fait 50 la couleur en vert, 50 la couleur en bleu, et vous allez voir lequel convertit le mieux. C'est ça de l'A/B testing. Un point A, un point B, on teste. Donc je vous ai donné des exemples de stores. Donc par exemple, il y a le store de Hockey Canada. Vous pouvez taper sur Google, et le truc c'est qu'il voulait revoir son checkout parce qu'il est vachement long son checkout. Regardez sur le site. Et l'objectif c'était de réduire l'abandon du panier d'achat. Donc à mon avis ils l'ont fait. Donc, je vous ai mis des screenshots. Vous avez la version A. La version A, la personne arrive sur le sign in. Il y a 4 étapes pour pouvoir acheter. Et il y a un mec qui s'est dit, bah écoutez, on va faire un truc, c'est qu'on va directement arriver à l'étape 4. On va directement leur balancer l'étape 4. On va sauter les étapes. Qu'est-ce qui s'est passé? La version B, la redirection du trafic sur la one page et non le multi-step de la version A apporte une conversion de 21,8% en plus. Okay, donc c'est ça que vous devez réfléchir, c'est comment simplifier les étapes pour pouvoir convertir le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut tester. Un autre exemple que vous pouvez utiliser sur votre site e-commerce, c'est les étapes de boutons, les variations de boutons. Vous voyez, original bouton, étape 1, il a mis un petit icône. Étape 2, il a mis un Add to Cart. Étape 3, il a mis un plus carte en variation 2. Qu'est-ce qui s'est passé? La conversion variation 1 plus 15%, variation 2 49%. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner. Moi, je ne peux pas deviner que le Add to Cart va moins convertir qu'un plus carte. Et pourtant, c'était le cas. Et ça, vous devez utiliser de l'A/B testing pour pouvoir le tester. Il y a plein de logiciels d'A/B testing. Il y a Optimizely. Vous regardez sur votre Shopify, sur les apps et tout, il y en a. Maintenant, quoi tester sur Shopify? Moi, généralement, il y a 6 choses que je teste le plus. C'est le prix, ok, la variation du prix, les promotions, les offres marketing que je teste, les images de produits que je change pour tester l'image 1, est-ce qu'elle marche plus que l'image 2, etc. Les titres, le copywriting, donc la description qui s'améliore, que je teste, les boutons et le design. Ça, c'est les 6 choses que je teste qui sont classées un peu par ordre de priorité. Mais c'est des choses que je teste. Évidemment, au début, au début vous n'avez pas besoin de trop tester, vous avez de l'acquisition, ça arrive sur votre site, si vous faites des ventes, testez pas trop, faites le minimum possible, mais après il va falloir tester. Si vous faites pas de vente, par contre testez directement, il y a des choses qui ne vont pas, donc vous allez pouvoir tester le prix, la promotion, l'image de produit. Ok, acquisition, activation. Maintenant il y a la rétention. La rétention, c'est faire en sorte que l'utilisateur revienne régulièrement. À un moment donné, vous allez construire une base de mails. Par exemple, vous allez payer un influenceur, vous allez faire tant de ventes, et vous allez faire 500 ventes. Et là, vous avez une énorme base d'emails. Donc, l'objectif, c'est de faire revenir l'utilisateur qui a acheté, parce qu'un utilisateur qui achète une fois, il peut acheter plusieurs fois, et le faire revenir sur le site. Donc, l'objectif, c'est ça. Et vous devez être obsédé par votre rétention. Vaut mieux une faible acquisition, mais une forte rétention. Moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des campagnes marketing d'emailing avec des codes promotionnels. J'utilise les campagnes lookalike de Facebook pour vendre d'autres produits. Ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment quelque chose d'exclusif. Généralement, je le mets pas sur ma chaîne YouTube, mais je vous le mets quand même. C'est les cohortes. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une cohorte. En gros, vous voyez, là, vous avez janvier. Janvier, vous avez 100% d'utilisateurs. 100% d'utilisateurs, c'est 100% d'utilisateurs égale à 10 000 utilisateurs. 10 000 utilisateurs qui arrivent sur votre site. Le mois suivant, il n'y en a que 20% qui reviennent. Le deuxième mois, il y en a 16%. Le troisième mois, il y en a 14%. Le but d'un marketeur, le but que vous devez avoir sur votre site e-commerce, c'est d'être obsédé par ça. Pourquoi? Le mois de février, vous avez de l'acquisition, vous avez encore 100%, 20%. Mais regardez le mois 2, 18%. C'est-à-dire que vous avez 2% de plus d'utilisateurs qui reviennent sur le site. Et vous devez être obsédé par ça, obsédé par cette courbe pour qu'il y ait 40% des utilisateurs. Je veux qu'il y ait 40% d'utilisateurs qui reviennent le mois suivant. Donc pour ça, il va falloir travailler votre activation. De l'A/B testing, il va falloir regarder comment ça fonctionne, changer les baselines, copier ce qui marche, etc. etc. Maintenant, en data, comment surveiller ça, regarder comment ça fonctionne. Moi, j'utilise plusieurs outils. J'utilise Google Analytics,
Je vous conseille. Alors, Kissmetrics, c'est des outils d'analyse pour analyser les métriques. C'est un peu compliqué. J'utilise Mixpanel pour les boutons, pour targeter les boutons. J'utilise Hotjar. Hotjar, c'est un outil incroyable qui permet de enregistrer les utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez voir le parcours des utilisateurs. Un utilisateur, il arrive sur votre site, vous allez savoir où il clique, qu'est-ce qu'il fait. Ok, donc vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées. Si un utilisateur, il arrive sur votre homepage et puis se barre, c'est qu'il y a un problème. Ok. Geckoboard, c'est un logiciel que j'utilise qui permet d'avoir un dashboard en gros de tous les outils d'analyse. Vous utilisez Google Analytics, vous utilisez Facebook, vous utilisez Hotjar, vous les mettez sur votre Geckoboard, vous avez un énorme dashboard sur le truc et vous pouvez dire ah bah voilà, là j'ai tant de personnes sur le site, etc. Voilà, ça permet de faciliter tout ça. Et Fleury, c'est comme Kissmetrics, mais c'est des logiciels que vous utilisez quand vous avez vraiment beaucoup de personnes dessus sur votre site e-commerce. Au début, je vous conseille Hotjar, Mixpanel, Google Analytics et Geckoboard. Donc Mixpanel, c'est ça. C'est un petit gif que je vous ai mis. Vous pouvez savoir les paiements, les abandons de panier, créer des funnels pour savoir, voilà, quand une personne clique sur Add to Cart, combien il y en a qui arrivent à payer en purchase. Et vous analysez ça et vous fait des pourcentages. Donc tout y est génialissime. Hotjar, alors Hotjar, comme j'ai dit, c'est pour voir voilà, ce qu'on appelle des heat maps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les zones de show, où ça clique, quel est le produit qui marche le mieux, comme ça vous pouvez le mettre en valeur. Vous allez pouvoir vraiment analyser tout. Vous allez pouvoir enregistrer aussi vos utilisateurs, savoir où ça bloque, où est la friction, et être obsédé par cet outil-là. Je vous conseille d'y aller. Je vous conseille de regarder, c'est 30 jours gratuits, je crois. Je crois que vous avez 100 recordings gratuits sur Hotjar, donc c'est un produit excellent que j'utilise d'ailleurs quand je fais beaucoup d'influenceurs Instagram ou Snapchat ou ces choses-là. Voilà, j'installe Hotjar pour savoir comment se comportent les utilisateurs. Maintenant, prenez toujours des décisions en étant focus sur vos data. Il y a un truc que les utilisateurs, que les gens font, que les marketeurs font et qui est totalement faux, je trouve, c'est qu'ils prennent des décisions en fonction d'eux-mêmes. Mais en fait, les gars, on s'en fout de vous. On s'en fout, c'est vos utilisateurs qui vous drive. Votre focus, c'est vos data. Si vos data vous disent ça, eh ben, ne faites pas l'inverse. Okay, et l'avantage d'utiliser des outils comme, voilà, comme le framework que je vous ai présenté et qui n'est pas fini d'ailleurs, Hotjar, qui permet de recorder, c'est que vos décisions, c'est des chiffres. Votre mindset, c'est les chiffres, c'est la data, c'est plus vous-même. Vous prenez des décisions en fonction de votre data et je trouve ça énorme. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, la rétention, c'est quelque chose de très important. La rétention est plus importante que l'acquisition. Un exemple de tips de GrowthHack qu'on avait vu sur le groupe, c'est Le Bon Coin. Donc vous mettez vos produits sur Le Bon Coin, vous mettez un lien, etc. et vous vendez votre produit sur le store. Alors vous grossissez sur Le Bon Coin, quoi. Là, il y a beaucoup d'acquisitions et vous ramenez cette acquisition sur votre site. Mais maintenant, il va falloir travailler la rétention, okay, retenir l'utilisateur quand il lâche son mail. Donc mettez un back-end en place, etc., etc. Donc ça c'est voilà, c'est Geckoboard. Donc là je vous donne vraiment des choses très techniques. Ça c'était une photo qui a été prise dans une startup où on voit toutes les datas, toutes les analyses, etc. Et ça, quand vous commencez à avoir un e-commerce qui grossit, il faut analyser le trafic, il faut analyser les utilisateurs et comprendre qu'est-ce qu'ils font, où ils vont. Maintenant, le deuxième R, c'est Revenue. Revenue, c'est en gros, c'est votre business model, c'est faire payer les utilisateurs actifs. Il faut regarder, il faut quand même se dire une chose, c'est votre revenu, il est très important. C'est votre business model. Étudiez votre business model, votre prix sur votre e-commerce, comment ça fonctionne, ok? Et le referral. Le referral, c'est combien d'utilisateurs ont recommandé votre produit. Et là, c'est pour ça que c'est très intéressant de mettre les réseaux sociaux en place. Facebook. Toujours chercher la viralité. C'est pour ça que par exemple sur Facebook, vous voyez des vidéos super virales. Vous voyez, je sais pas, moi il y a plein de vidéos où vous allez augmenter la valeur de votre produit, où vous avez des vidéos super incroyables de montres, etc. Et ben ça c'est le referral. Pourquoi les marketeurs mettent en place des super vidéos et se cassent le cul à faire des vidéos en fait, c'est parce qu'ils veulent que leurs produits deviennent la référence. Et du coup, c'est le 5e point du framework. Combien d'utilisateurs ont recommandé votre produit? Très important. Un bon referral, ça peut être aussi une offre de parrainage. Okay,
Vous dites voilà, un influenceur 20%, si vous mettez une story, il faut que votre produit soit le mieux vu possible pour qu'il y ait une espèce de toile d'araignée qui grossisse et que votre produit parte en mode viralité. Plus votre produit sera viral, moins vous allez débourser d'argent dans vos publicités. Maintenant, pour quelques astuces, travaillez votre store. C'est très important. Et là, j'ai mis en mode ordre. Travaillez votre store quotidiennement. C'est pas genre on travaille une fois tous les 2 jours. Non, quotidiennement, vous fixez une heure et vous faites un contrat avec vous-même, vous travaillez votre store. Limitez la navigation et focalisez-vous sur une chose. Le CTA, donc le Call to Action, c'est le purchase et le moyen de paiement. Le but d'un site e-commerce, c'est de vendre. Donc il faut se focaliser sur le purchase. Ok, très important. Et sortez des sentiers battus. Le out of the box, comme disent les Américains, testez des choses vraiment différentes. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous allez obtenir les résultats de tout le monde. C'est vrai que cette expression, elle est bête, mais elle est vraie. Moi, j'ai testé des trucs sur le e-commerce un peu différemment. Et quand je fais les choses différemment, j'ai des résultats différents. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais quand ça marche, ça explose. Alors maintenant, ça peut vous paraître complètement contre-intuitif ce que je vais dire, mais moi j'ai remarqué que plus vous vendez un produit cher, plus votre texte doit être long. Le texte de description, la vente de votre produit. Plus votre produit est cher, alors quand je dis cher, c'est par exemple des produits à 500 €, eh ben, il faut quand même rassurer, mettre en confiance votre client. Donc, plus votre produit est cher, plus votre texte doit être long. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé et c'est quelque chose que personne, j'ai pas vu dans la globosphère des marketeurs. Et ça, je l'avais testé. On avait tendance à dire oui, il faut faire ça vachement minimaliste, mais non, mais quand votre produit est cher, il faut absolument rassurer votre client. Un autre point, n'hésitez pas à parler à vos utilisateurs. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois peu en e-commerce. C'est qu'au début, quand vous avez fait une dizaine de ventes, eh ben, posez-lui des questions, appelez-le. Envoyez des mails, rajoutez-le sur votre Facebook et dites-lui comment cet utilisateur a connu votre produit. Identifiez si l'utilisateur comprend ce que vous faites. Alors, comprend ce que vous faites, ça c'est plus dans le domaine du startup, mais comprend votre produit, comment il va l'utiliser, comment il va fonctionner, quels sont les points d'amélioration pour chercher un meilleur produit. C'est une nouvelle méthode de recherche, ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Et déterminer l'utilisation du produit. Est-ce qu'il l'utilise souvent, la fréquence, etc. Soyez curieux, parlez à vos utilisateurs. Et surtout, demandez-lui s'il voudrait recommander votre service ou votre produit à une personne extérieure. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire, comme d'habitude, pas comme tout le monde, et de sortir des sentiers battus. Donc, contactez vos utilisateurs sur Messenger, sur WhatsApp, sur Skype, et n'hésitez pas à les rencontrer au café. C'est très important. Aujourd'hui, le dropshipping, ça a la mode, ça pousse, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui font exactement la même chose. Sortez des sentiers battus. Contactez-les sur Messenger, parlez-leur. Et les gens, ils seront super contents. Vous allez mettre une image de votre e-commerce et vous allez pouvoir raconter votre histoire. Si quelqu'un achète 2-3 produits, moi je dis écoute, est-ce que ça t'intéresse? On t'offre un autre produit, viens sur WhatsApp, on va parler. Qu'est-ce qu'il en pense du site? Comment l'améliorer? Vous allez avoir des informations, mais en or, les gens. En or. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Là, j'ai vraiment mis une présentation à haute valeur ajoutée. Enfin, j'espère. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Ça me fera un grave plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez rejoindre le groupe Insane Dropshipping qui est sur Facebook. Je vais mettre un lien. Il y a un lien dans la description toujours. Et vous pouvez poser votre question. Et dites-moi ce que vous en avez pensé sur le groupe, ce que vous en avez pensé sur YouTube. Sur ce les gens, je vous dis ciao.